Avant de laisser la parole à nos intervenants, je voulais juste vous signaler dans les actualités de Décider Ensemble que les inscriptions sont ouvertes pour la participation à nos rencontres européennes de la participation qui se dérouleront le 24, 25 et 26 octobre à Rennes. Donc, on vous mettra toutes les informations dans le chat si vous souhaitez plus d'informations. Donc, c'est 3 jours d'échanges, d'ateliers, de débats, de partage d'expériences sur les questions de démocratie et participation citoyenne. Et par ailleurs, on a rallongé un peu les délais pour candidater au Trophée de la participation et de la concertation édition 2022. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez encore candidater, que ce soit des collectivités, associations, entreprises, établissements publics. Si vous avez une démarche de participation et de concertation que vous souhaitez faire connaître, n'hésitez pas. Et puis, je suis dans tous les cas, moi, à votre disposition pour vous apporter des précisions sur ces différents événements de Décider Ensemble. Je vous propose tout de suite de donner la parole donc, à nos 3 intervenants pour se présenter. Et je vais commencer, je vais faire par ordre alphabétique par Philippine Labat. Oui, donc bonjour, donc je suis Philippine de l'association Conscience et Impact écologique. Donc déjà merci beaucoup à Décider Ensemble, à Sarah, d'avoir invité l'association à participer à ce super webinaire qui est super important. Donc nous on est une association, en fait on est basé à Lyon et on est une fédération qui est présente sur 5 départements. Et donc, notre objectif, c'est l'éducation populaire à la transition écologique. Donc, on a 8 dispositifs qui correspondent à 8 structures, que ce soit des écoles, des collèges, lycées, restaurateurs, entreprises, structures sociales, etc. Et notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser, de donner l'envie d'agir et la capacité d'agir à tous les citoyens qui le peuvent. Et on a une vraie approche d'éducation populaire. Donc, c'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher les publics les plus éloignés des questions environnementales et donc d'adapter notre discours et nos ateliers à ce public-là. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a 350 adhérents, on fait environ 4000 interventions par an. Et voilà, on espère que ça va continuer longtemps. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Mimosa, donc de l'association Extinction Rébellion. Alors, si on m'entend. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité, d'avoir invité Extinction Rébellion. Du coup, je vais faire quelque chose de très rapide. Extinction Rébellion, c'est contre la 6e extinction de masse, que ce soit humain ou le vivant d'une manière générale. La réponse à cette 6e extinction de masse, c'est la rébellion. Donc, c'est vraiment un mouvement horizontal. Il n'y a pas de salariés dans le mouvement. On est libre, tout à chacun, d'organiser des actions ou de prendre la parole comme ici, d'écrire des textes, des communiqués de presse au nom d'Extinction Rébellion à partir du moment où on respecte en fait 4 revendications et 10 principes. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais par exemple, une des revendications, c'est de protéger la biodiversité, d'arrêter en fait de détruire le vivant. On va avoir aussi une revendication concernant la démocratie, c'est réparer la démocratie. Et donc, on demande la création d'une assemblée citoyenne qui sera garante d'une transition juste et équitable et qui sera chargée de mettre en place des mesures pour atteindre des objectifs concernant des revendications écologiques, notamment les gaz à effet de serre ou ce genre de choses. Donc, du coup, c'est assez vaste, puisqu'en fait, on va pouvoir être dans des groupes qui touchent l'écologie ou des groupes qui touchent la démocratie. Et c'est très actif. Enfin, vraiment, c'est de l'action, en fait, Extinction Rébellion. Et il y a beaucoup de choses aussi autour, comme la partie culture régénératrice, qui est un des axes d'Extinction Rébellion qu'on retrouve rarement dans d'autres associations. Et voilà, tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller directement sur le site internet d'Extinction Rébellion, mais ça englobe beaucoup de questions écologiques et démocratiques. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on t'entend
pas très bien. Il y a un peu d'écho. Tout à l'heure, il y en avait moins. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tu as changé quelque chose ou pas. Peut-être qu'on verra pour les prochaines prises de parole. Je ne sais pas du tout. Enfin, on va voir. On comprend ce que tu dis, mais la qualité de son est un peu difficile. On va voir. En tout cas, donc, le but aujourd'hui de ce webinaire, c'est justement donc, d'essayer de comprendre les nouvelles formes d'engagement des jeunesses et quelles formes elles prennent, mais aussi s'interroger un peu dans un deuxième temps sur l'impact. Attention, votre micro n'est pas éteint. Pour certains, on vous entend. Merci beaucoup. Et voir aussi l'impact que peuvent avoir ces nouvelles formes de mobilisation, justement, sur la décision publique. Est-ce que aussi ça fonctionne? Voilà. Comment est-ce que ces nouvelles formes aussi d'engagement ont envie d'être entendues ou pas par, on va dire, les institutions traditionnelles? Et donc, pour commencer, je vais laisser la parole. Donc, pardon, Paolo Succhia, je ne vous ai même pas laissé vous présenter. Je vous laisse vous présenter en même temps. Je vous pose la question comme ça, excusez-moi. C'est donc d'avoir un petit, finalement, une introduction, un peu un tour d'horizon de ces nouvelles formes d'engagement des jeunesses. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? En tant que sociologue, quel est votre regard sur cette question? Vous avez le micro éteint. Je pense. Ok, ça c'est vraiment les aléas du direct. Voilà, bon, maintenant, j'espère que ça marche. Oui, alors, moi, pour ma part, je suis docteur en sciences politiques. Je suis chercheur associé au CESP, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mes spécialités de recherche sont vraiment inscrites dans le cadre peut-être de ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque j'ai travaillé surtout sur les mouvements sociaux, le militantisme, et dans ces mouvements sociaux et militantisme, j'ai surtout travaillé sur les mouvements de jeunes, surtout scolarisés, et des mouvements environnementaux, y compris assez radicaux comme Extinction Rébellion et d'autres. J'en profite pour présenter aussi un livre qu'on a écrit avec une collègue qui est professeure des universités, qui s'appelle Jeux politiques de la jeunesse, engagement et démobilisation, qui est apparu l'année dernière aux éditions du Cavalier Bleu. Et je vais tenter peut-être de commencer en répondant un petit peu à votre question par donner peut-être quelques éléments, quelques jalons juste sur les termes aussi eux-mêmes de ce webinaire. Alors déjà, effectivement, vous avez raison de mettre le mot jeunesse au pluriel, puisque, on le sait depuis longtemps, mais surtout depuis la célèbre formule de Pierre Bourdieu qui disait la jeunesse n'est qu'un mot. En fait, il faut distinguer non pas une seule jeunesse, mais plusieurs jeunesses. Alors traditionnellement, les sociologues vont plutôt distinguer des jeunesses scolarisées, donc étudiants et lycéens d'un côté, des jeunesses travailleuses ou ouvrières, ça a varié un petit peu au fil du temps, et puis d'autres jeunes qu'on a définis tantôt déscolarisés, tantôt chômeurs, tantôt jeunesse des quartiers, vous voyez, avec aussi une série de stigmates quand même qui sont associés, et ce principalement, c'est-à-dire que c'était trois grandes formes, on va dire, de définition des jeunesses. Quoi qu'il en soit, il me semble aussi qu'il n'a jamais été autant question au niveau politique, et là, ça rejoint ce que vous disiez sur le point des institutions, de jeunesse et d'engagement pendant la dernière présidentielle. On a vu l'ensemble des candidats et de candidates, peut-être à quelques exceptions près, mais à faire des appels à la jeunesse. Et
on a aussi remarqué des formes plus contestataires qui ont été mises en place à la suite de cette élection. Alors, dans l'entre-deux-tours, par exemple, ce mouvement qui s'est créé pour dire on refuse de choisir entre Marine Le Pen et Macron, avec peut-être aussi une question qui est assez récurrente lorsqu'on parle de jeunesse et d'engagement, c'est tout de suite la question de la légitimité ou de l'illégitimité des engagements. C'est-à-dire que est-ce que les jeunes, d'un côté, si vous voulez, ils ont des injonctions un petit peu contradictoires, puisque d'un côté, on les appelle un petit peu constamment à s'engager, à se mobiliser, etc. Et de l'autre côté, parfois, quand ils se mobilisent, c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Et ce débat n'est absolument pas nouveau. Il y a vraiment une tension continue entre les appels et les critiques. Par exemple, une collègue historienne qui s'appelle Ludivine Bantigny a montré que lors de la guerre d'Algérie, dans les quelques années précédant la guerre d'Algérie, l'ensemble du personnel politique ne cessait de formuler des injonctions aux jeunes pour qu'ils s'engagent, et ce, dans un moment où on constatait un relatif désengagement. Les générations précédentes, ils disaient, ils ne sont plus comme nous qui avons fait la résistance, etc. Et puis, vous voyez, lorsque engagement il y a eu, ça n'a pas été dans un sens qui convenait au pouvoir, et on arrive après à la fameuse formule du général de Gaulle à propos des jeunes de 68 autour de la chienlit. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui me semble assez fondamental aussi de mettre tout de suite en évidence cette tension. Concernant maintenant le terme d'engagement, là aussi, il me semble qu'il recouvre des concepts tout à fait différents. Puisque, non seulement il suscite un contrôle, comme je viens de le dire, mais il recouvre une série de choses, que ce soit alors un engagement bénévole, par exemple, dans les associations, un engagement plus à un niveau individuel, mais aussi dans des collectifs, dans des mouvements sociaux, dans des partis, dans des syndicats, etc. Et vous voyez, là aussi, on n'a pas toujours une définition très claire de savoir qu'est-ce que ça veut dire être engagé. Alors, par exemple, il y a dans les universités actuellement des dispositifs qui sont censés favoriser l'engagement des jeunes, qui donnent lieu, par exemple, à des crédits de formation. Et ça recouvre toute une série d'engagements, des réservistes volontaires dans l'armée, jusqu'aux créateurs des entreprises, dans le cadre de la Startup Nation. D'ailleurs, j'ai une collègue qui a travaillé sur cette polysémie du terme engagement, et notamment sur cet engagement un petit peu économique, entre guillemets, dans la création des entreprises. Et elle racontait que l'un des responsables qu'elle a rencontré dans les universités lui a affirmé nos parents ont fait 68, nous, on crée des entreprises. Donc, vous voyez, c'est ça aussi que ça peut recouvrir un petit peu ce terme d'engagement. Alors, concernant nouvelles ou anciennes formes maintenant, je pense que le qualificatif nouveau est applicable aujourd'hui à condition d'avoir vraiment une idée précise autour de quoi on parle, et de tenir en compte, d'autre part, toutes ces critiques dont j'ai déjà dit quelques mots, mais aussi une bonne dose peut-être de nostalgie de ceux qui hier étaient jeunes et qui désormais ne le sont plus. Alors, concernant le cadre institutionnel, si on prend comme cadre les institutions, on pourrait se demander effectivement, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes sont plus ou moins engagés? Prenons le cadre de la participation conventionnelle.
par exemple, comme le vote, bon, on voit qu'il y a une abstention qui pourrait être définie en hausse, mais d'une part, cela suit une tendance qui est nationale dans d'autres catégories de la population. D'autre part, le vote, aujourd'hui, on le sait, se fait largement sur des enjeux. Donc, lorsque on a des enjeux qui nous paraissent importants, on va peut-être plus voter que dans d'autres types d'élections. Et par exemple, dans la dernière élection, on a vu que ce vote sur un jeu était particulièrement important, par exemple, concernant la participation à un large parti étudiante et le vote en faveur du candidat de l'Union populaire. L'engagement dans des structures conventionnelles comme des partis et des syndicats, et il a aussi, lui aussi, il a subi quelques variations. Là encore, on peut dire qu'il y a des formes beaucoup plus ponctuelles par rapport à une période précédente, ce qui pourrait recouvrir un petit peu une image qui avait été donnée par un sociologue à la fin des années 90, qui disait qu'on est passé d'un engagement timbre à un engagement post-it. Donc, auparavant, on était plutôt sur un engagement timbre dans lequel on devait aller distribuer des tracts, faire du porte-à-porte, etc., même si on n'en avait pas forcément envie. Aujourd'hui, on va plutôt peut-être choisir les moments dans lesquels on va participer, etc. Et cela, me semble-t-il que ça se manifeste aussi dans le cadre des adhésions. Par exemple, auparavant, vous deviez avoir tout un parcours d'un certain parti de présentation et faire un petit peu vos preuves avant de pouvoir être considéré comme un adhérent. Aujourd'hui, il y a certaines formations politiques sur lesquelles il suffit de cliquer sur Internet et on peut être considéré comme étant des militants. Et cela se reflète, par exemple, aussi un petit peu dans les syndicats étudiants qui ont très largement changé par rapport à une période antérieure. Pour conclure un petit peu le propos, juste si on prend maintenant le cadre des mouvements sociaux, il me semble que là aussi, il y a des évolutions générales, mais en réalité, certaines ne datent là encore pas d'hier. Par exemple, il y a certaines thématiques qui prennent de plus en plus d'importance, mais qui sont largement héritières de ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux, donc dans l'après-68, que ce soit des thématiques liées au genre, que ce soit des thématiques liées aux droits des minorités discriminées, ou encore que ce soit des thématiques par rapport à l'écologie. Et je voudrais conclure par aussi souligner qu'il y a, à mon avis, quelque chose qui est aujourd'hui assez central, qui est l'impact du numérique, non seulement pour organiser ce type de réunions virtuelles, mais aussi puisque, si vous voulez, il y a... il me semble qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à souligner une tendance plus vers plus d'horizontalité, moins de hiérarchie, moins de rôle fixe dans les organisations, etc., et dans les mouvements sociaux. Bon, ça se reflète aussi un petit peu sur certains engagements qui peuvent aussi naître en ligne. Alors, quelques exemples, l'émergence des causes qu'on défend numériquement par des hashtags. Par exemple, MeToo est né comme un mouvement qui est nativement numérique et ensuite ça s'est étendu dans la rue. Et puis, il y a aussi certaines figures qui émergent qui de plus en plus sur le modèle des lanceurs d'alerte et non plus
cooptés par les médias, ou alors cooptés par les médias dans un deuxième temps. Mais par exemple, si vous prenez le cas des grèves scolaires pour le climat, bon, vous avez cette dimension qui est assez centrale de Greta Thunberg comme lanceuse d'alerte pour alerter justement sur le réchauffement climatique, etc. Donc voilà, j'ai donné quelques éléments peut-être un peu confus, mais j'espère que ça lancera un petit peu le débat et que ça apportera quelque chose à la réflexion. Merci beaucoup, c'était bien, c'était très clair. N'hésitez pas si vous avez des premières questions à les poser dans le chat. Après, mais je vous donnerai la parole après si vous préférez les poser à l'oral. Mais surtout, si vous avez des questions un peu qui appellent une réponse, on va dire, courte et que nos intervenants, auxquels les intervenants peuvent éventuellement répondre directement dans le chat, n'hésitez pas. Mais bon, le but, c'est de pouvoir aussi discuter un peu après. Peut-être, Philippine, je vous laisse la parole, à la fois peut-être pour réagir en écho un peu à ce qui a été dit, mais surtout aussi pour nous dire un peu, de manière plus personnelle, pourquoi vous vous êtes engagé dans l'association Conscience et Impact écologique. Est-ce que vous avez d'autres formes d'engagement à côté, et puis un peu peut-être quel regard vous portez sur l'engagement aujourd'hui, le vôtre et celui peut-être des jeunes qui vous entourent. Voilà, un peu avoir votre témoignage sur ces questions. Oui, alors je passe sur le... Vous m'entendez bien avec le micro? Voilà. Oui, très bien. Ok, top. Donc, moi, donc, je suis étudiante actuellement. Donc, je suis engagée dans cette association qui est une association avant tout d'éducation et de mise en action, mais vraiment axée sensibilisation, appropriation des enjeux. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait dans cette association, c'était le côté de... En fait, les bénévoles sont au centre. Faut savoir que c'est une association vraiment avec une grande majorité, enfin, l'énorme majorité des bénévoles sont vraiment jeunes, ont vraiment en dessous de 25 ans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est les bénévoles qui sont au centre et ce sont les bénévoles qui vont eux-mêmes être formés, qui vont monter en compétences, en connaissances, et qui ensuite, à leur tour, eux, vont aller vers un public du coup éloigné, comme je le disais tout à l'heure, pour parler. Donc, on a 14 thématiques qui sont extrêmement larges autour des enjeux donc, de transition écologique, avec une forte dimension d'écologie politique. Et donc, voilà, ça c'est pour un peu revenir sur l'association. Et donc, moi, je me suis engagée assez jeune, on va dire, sur des questions sociales ou puis ensuite de plus en plus environnementales. Mais pour répondre à votre question précisément, selon moi, c'était vraiment pour me sortir de l'inertie et de l'anxiété dans laquelle j'étais en tant que... vous voyez, après qu'on ait une grosse prise de conscience, etc., qu'on ait fait des recherches, qu'on se retrouve avec une tonne d'informations dans le visage, on se dit, bon, là, je suis bloquée, en fait, je suis anxieuse parce que je sais des choses et en même temps, je sais que je ne peux pas changer le monde tout de suite en un clin d'œil. Donc, comment faire? Et se mettre en action, vraiment, pour moi, c'était la solution de me sortir de cette inertie et de sortir de cette conflictualité voilà, que je pense que beaucoup ressentent. Et donc, pour moi, l'engagement, c'est d'abord faire de l'associatif à côté lorsque j'étais lycéenne, par exemple, à côté de mes cours, etc. Puis, quand je suis arrivée dans les études supérieures, je me suis dit, bon, voilà, je veux trouver en fait des études qui vont me permettre de vraiment étudier ce qui m'intéresse, étudier pour m'engager. Donc là, mes études portent vachement sur le développement territorial et le développement territorial durable. Et ensuite, pour moi, la troisième dimension, c'est vraiment me dire, je veux que mon engagement, en fait, soit au centre de ma vie. Donc, je veux faire de mon engagement mon travail. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment ces trois dimensions-là. C'est dans la vie personnelle, dans la vie étudiante, on va dire, la formation, et ensuite vraiment dans la mise en action, le travail. Et pour rebondir sur les propos de Paolo Stucca, en fait, vous voyez dans les engagements, vous voyez une évolution. Selon vous, est-ce que vous avez senti des évolutions dans les engagements, par exemple une politisation des jeunes, enfin des jeunesses? Est-ce que vous avez senti ça? Paolo, je vous laisse répondre. C'est une question pour pouvoir rebondir. En fait, là je pense qu'il y a en ce moment peut-être
Alors, politisation, dépolitisation, après, c'est toujours compliqué, puisque, par exemple, on a toujours cette image de, par exemple, des moments de vide, et puis il y a des moments de plein où on dit, ah, ça y est, les jeunes, ils sont très engagés, et puis ils sont moins engagés. Peut-être que aujourd'hui, il y a certains thèmes, en tout cas, qui attirent peut-être plus les jeunes qu'auparavant. Et je pense que le thème, les thématiques environnementales, par exemple, en font partie, mais aussi, par exemple, des thématiques, vous voyez, liées à la prise de conscience, par exemple, du genre, de l'importance de mettre en jeu vraiment son corps. Hein, pour une certaine fraction des jeunes, puisque après, je pense que c'est toujours important de souligner que peut-être on a toujours ce regard un petit peu par rapport aux étudiants qui, certes, vont être une catégorie très large, mais bon, dans les étudiants, tout le monde n'est pas engagé. On va dire que c'est peut-être plus disons des personnes qui ont déjà derrière un petit peu de connaissances, de compétences, etc. Et par l'héritage familial, par une série de choses. Hein. Et bon, si aujourd'hui, il me semble qu'il y a effectivement certaines thématiques qui sont politisées plus qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais après, je ne veux pas occuper toute la parole. Voilà. Et peut-être, Philippine, pour conclure, avant de donner la parole à Mimosa, est-ce que vous avez envisagé également, ou pourquoi non, un engagement du côté plutôt des partis politiques, enfin voilà, plus, on va dire un peu plus institutionnel. Est-ce que voilà, et est-ce qu'à côté de ça, peut-être vous votez, si c'est, vous n'êtes pas obligé de répondre si vous n'avez pas envie, hein, mais voilà, et est-ce que vous estimez que c'est utile ou est-ce que vous estimez que enfin, votre engagement utile, il est plutôt dans votre, pour l'instant, dans ce que vous faites en association ou à travers vos études? En fait, moi, à titre personnel, j'ai pas eu une éducation très politisée. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à aborder les questions politiques et à faire le lien dans ma tête entre la politique, ma vie de tous les jours, les enjeux sur lesquels je m'engage, etc. Je l'ai fait assez tard, ce lien-là. Mais oui, définitivement, je pense enfin, là, c'était aux dernières présidentielles, c'était la première fois que je votais. Et j'étais ravie de voir que je pouvais m'engager là-dessus et je pouvais réussir à trouver des, des, comment dire, des programmes qui me motivaient plus que d'autres et me dire, ah, je vais peut-être pouvoir en parler, etc. Donc pour moi, vraiment, on peut pas, on peut pas séparer l'engagement politique des autres types d'engagement. Pour moi, c'est un engagement comme un autre. Et surtout pour la jeunesse, je pense pour les jeunesses, je pense qu'il est super important de ne pas justement faire ces différences-là et que moi, après, j'ai posé cette question à Paolo justement parce que je voulais en parler, c'était que j'ai l'impression qu'il y a une politisation petit à petit des jeunesses qui sont engagées. Alors, moi, je vais parler au titre engagé dans l'environnement parce que c'est un peu enfin, le sujet sur lequel je m'y connais un peu plus, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a une politisation qui a le premier stade où on comprend ce qui se passe, le deuxième stade où on essaie de faire ce qu'on peut, puis ensuite on a une redescente du genre là c'est pas assez, et du coup on veut passer à un autre niveau qui est plus une compréhension territoriale, nationale, etc., ou même européenne. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie politisation à cet endroit-là que je trouve très intéressante euh, parce que en fait, la grosse question, c'est est-ce que l'écologie, est-ce que l'environnement est une idée politique en soi ou pas et je trouve que vraiment ce nouveau type d'engagement un peu hybride pose des questions très intéressantes à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Mimosa avec un peu les mêmes questions. Pourquoi vous vous êtes engagée? Pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers Extinction Rebellion? Et voilà, comment vous percevez aussi un peu les différences entre un engagement, on va dire, associatif et peut-être un engagement plus politique. Voilà, alors je vous laisse la parole. Pour l'instant, Mimosa, votre micro est fermé. Mais voilà, c'est bon. Super, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Du coup, pourquoi je me suis engagée? Je rejoins en fait Philippine. C'est une croissance en fait. On comprend en fait comment fonctionne le système. Donc voilà,
il y a 10 ans, voilà, j'ai 30 ans, donc il y a 10 ans, j'ai voyagé au Chili et j'ai compris en fait comment était verrouillé le système, comment fonctionnait le système et les différences de liberté qu'on pouvait avoir entre un pays et un autre. Et en fait, on comprend comment fonctionne le système, donc ça prend du temps. Ensuite, on va faire tout ce qu'on a à notre disposition pour ne pas faire fonctionner ce système. Par notre façon de consommer ou par les études dans lesquelles on s'engage. Donc, moi, j'ai fait des études dans l'enseignement public. Voilà, en fait, c'est une croissance. Et ensuite vient l'engagement. Une fois que voilà, j'avais jugé que j'avais atteint le stade de développement personnel et de développement spirituel aussi, et que j'avais du temps à consacrer aussi à un engagement, puisqu'il faut du temps et il faut penser aussi à soi, donc ne pas se perdre dans le militantisme, et c'est très important parce que du coup, c'est globalement pour ça que je me suis engagée chez Extinction Rébellion, c'est parce qu'il y a ce côté culture régénératrice. Il ne faut pas épuiser ces militants. Il ne faut pas les mettre à bout de souffle. Du coup, voilà, c'est voilà, un peu mon parcours, pourquoi je me suis engagée. C'était assez fluide chez Extinction Rébellion. Et pourquoi je ne me suis pas engagée avant, c'est parce que je n'avais pas trouvé de mouvement qui me correspondait. Ça veut dire que Extinction Rébellion a ses avantages de protéger l'identité. Donc, il n'y a pas besoin de remplir un bulletin d'adhésion, il n'y a pas besoin de donner son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse. On a un pseudo, on peut changer de pseudo autant de fois qu'on veut. On a une base qui s'appelle, une plateforme de communication qui s'appelle Mattermost, où on a aussi un pseudo avec une adresse ProtonMail. Donc, en fait, tout est protégé au niveau de l'identité. Et ça, c'est très, très important maintenant quand on s'engage, je trouve. En tout cas, dans un mouvement comme XR où on fait des actes de désobéissance civile, mais aussi quand on s'engage politiquement, la protection de l'identité est très importante. Voilà, je peux faire référence aux étudiants d'Agrotech Paris qui ont lancé la vidéo et qui ont appelé à déserter les écoles. En fait, du coup, il y a eu le nom et le prénom d'une étudiante qui est apparue et du coup elle a été harcelée, il y a eu des articles qui ont été écrits, la presse a fait des recherches sur sa famille, voilà, donc l'identité est très très importante dans le monde militant et politique. Aussi un autre point en fait, pourquoi je me suis engagée chez XR et pourquoi ça a été aussi fluide mon engagement d'activiste, du coup c'est la liberté d'organiser des actions. Du moment qu'on respecte ces 4 revendications et ces 10 principes, donc la non-violence par exemple, après la non-violence c'est subjectif et on a quand même du coup un espace, un cadre qu'on doit juger avec voilà, qu'est-ce qui est non-violent pour nous et du coup on peut faire des actions en fonction de ça. Donc si ça respecte des revendications et des principes, en fait on est libre de faire en fait ce que bon nous semble. On trouve des gens avec qui on s'entend par affinité et on agit. Donc c'est ça, c'est de l'action en fait. Ce qui m'a plu chez XR, c'est rapide en fait. On peut être très vite mis dans le bain. Il n'y a pas besoin de faire de la dentelle pendant des mois pour s'intégrer au mouvement. Si on a envie d'y aller, en fait, c'est hyper rapide. On peut s'engager aujourd'hui et faire une action demain. C'est vraiment ça qui m'a plu. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions, à part si Sarah, tu veux me relancer sur une question auquel je n'aurais pas répondu. Non, merci beaucoup. C'était très clair. Et comme je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, je vous les partage. Alors, Paolo, quelqu'un disait qu'elle était preneuse des ressources et des noms des chercheurs que vous avez pu citer. Si jamais à un moment où vous êtes tranquille, vous avez le temps de nous renoter quelques noms dans le chat et quelques ressources, merci beaucoup. Et si jamais vous n'avez pas le temps, si jamais vous avez la possibilité de me les renvoyer, moi, je peux aussi les partager avec les participants après.
Une première question, vous le savez, nous décider ensemble, travailler sur les questions de participation citoyenne. Et quelqu'un nous demande les dispositifs de participation citoyenne proposés par la sphère institutionnelle ne captent pas les jeunes, même quand elles sont innovantes, sincères. Comment améliorer la mobilisation des jeunes selon vous, ou quelle démarche innovante privilégier? Donc, je pense que la question, c'est si une collectivité lance, je ne sais pas, une assemblée citoyenne pour penser son plan climat et air énergie, elle a du mal à aller chercher les jeunes. Je ne sais pas si vous avez un regard là-dessus, peut-être à la fois Philippine Mimosa en tant que jeune, pourquoi est-ce que vous iriez ou pourquoi vous n'iriez pas dans ce genre de dispositif, et Paolo, je ne sais pas si vous avez une réponse avec votre regard de recherche. Je ne sais pas qui veut commencer. Je veux bien commencer juste pour témoignage d'une expérience personnelle. Donc, moi, vu que ça fait longtemps que je suis dans les réseaux d'action écologique au sein de la métropole de Lyon, et puis pas mal en lien avec les collectivités parce que mes études tournent autour de ça. Moi, j'étais assez rapidement touchée par la mise en place d'une assemblée citoyenne par la métropole de Lyon, par le Conseil de développement de la métropole de Lyon. Et donc, j'y ai participé en tant que citoyenne, puis ensuite au nom de l'association CIE. Mais c'est vrai qu'en y allant, en fait, c'était dingue, mais la moyenne d'âge, c'était vraiment 60 ans, quoi. Une énorme majorité. Il y avait vraiment peu de jeunes d'à peu près mon âge, ou même enfin, moi, j'ai plus de 20 ans, mais il y avait aussi peu de personnes de 30 ans. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dispositifs, en tout cas, ça dépend des agglomérations, etc. Mais au sein de la métropole, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour avoir de la participation citoyenne, que ce soit même sur Internet. Récemment, il y a je ne sais plus comment on appelle ça, mais une recherche sur l'eau avec une demande de participation citoyenne sur un investissement vraiment des citoyens. Mais je me dis pour que les jeunes soient plus touchés, en fait, il faudrait vraiment utiliser les relais des structures où les jeunes sont et où ils participent déjà. Donc, c'est-à-dire les universités, les lycées, les collèges, les associations, les clubs, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu la seule manière, en tout cas une des manières dont on pourrait réussir à toucher les jeunes pour faire cette participation, et aussi dans la manière dont on incite les jeunes à participer à ce genre de dispositif. Qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce que le jeune va pouvoir sentir comme intérêt pour lui? C'est-à-dire, ah bah tiens, je vais aller là, je vais aller un samedi matin à Villeurbanne pour parler de thématiques à la métropole. Quel est mon intérêt, en fait? Il faut trouver des dispositifs qui puissent être attractifs. Donc, ça peut être soit des partenariats avec une école, se dire là, on va faire une journée d'études sur une thématique qui va rejoindre un certain master ou une certaine licence. Enfin, voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses dans la sphère institutionnelle qui sont intéressantes et qui peuvent vraiment être poussées, surtout que de plus en plus le numérique est intégré dans les médias utilisés par les collectivités. Merci beaucoup. Paolo, Mimosa, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit? Oui, moi je veux bien réagir tout de suite parce que du coup ça me parle ce que tu as dit, Philippine, par rapport au fait de donner peut-être des cours en fait à l'université, au collège ou au lycée, même en primaire en fait. On fait de la philosophie en maternelle, on peut. Hein. Donc présenter ce que c'est qu'une assemblée citoyenne, c'est possible dès le plus jeune âge, hein, tout simplement. En donnant la parole, en fait, en donnant le pouvoir de décision aux enfants, aux étudiants, aux jeunes de collège ou de lycée. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait, en fait. On n'a pas d'éducation à à prendre le pouvoir de décision, on va dire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais on ne nous apprend pas, en fait, à l'école à décider par nous-mêmes. En fait, on nous dit qu'il faut faire comme ça, on nous dit que c'est comme ça, mais il n'y a pas vraiment de place pour que les enfants et les étudiants et les jeunes participent activement, en fait. Et je pense que, je ne sais pas si c'est... Voilà, c'est une question que je pose. Est-ce que ça intéresse réellement le pouvoir mis en place de donner justement
le pouvoir de décision aux enfants et aux jeunes, puisqu'en fait, imaginons qu'on éduque tous les enfants et les jeunes à prendre un pouvoir de décision, donc en fait à être autonome dans ce qu'on veut vraiment dans la vie. Est-ce que ça intéresse vraiment, vraiment l'État et les pouvoirs publics à ce que les gens réfléchissent et pensent par eux-mêmes? Voilà. Est-ce que ça, c'est une volonté des institutions mises en place actuellement? Voilà, moi, c'est plutôt ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Paolo, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit? Je pense que, bon, je suis complètement d'accord sur la question de l'écoute. Et je ferai pour ma part une distinction aussi sur quels jeunes on va chercher, puisque là, encore une fois, on est sur une fraction très spécifique enfin, on a peut-être la volonté d'élargir à toutes les jeunesses, mais il n'empêche que on a toujours un regard un petit peu plus distant à d'autres types de jeunes qu'on va plutôt classer dans les paroles qui ne sont pas très intéressantes à être écoutées, ou alors quand elles s'expriment, elles s'expriment peut-être pas sous des formes très conventionnelles qui conviennent aux décideurs. Et finalement, on a tendance à renforcer un petit peu des stigmatisations et d'exclusions. Ça, je pense que c'est un aspect, pour ma part, je pense que des dispositifs comme les conseils de jeunes, etc., vous voyez, ils ne vont pas, par exemple, s'intéresser à toute cette fraction de la jeunesse qui pourtant existe, qui n'est pas dans les écoles, qui n'a pas vraiment d'activité professionnelle. Comment on pourrait essayer de les inclure? Ça, c'est une vraie question, hein. Je n'ai pas de réponse, mais c'est quelque chose, et vous voyez, lorsque même au sein on va dire, des sociologues, lorsqu'on va classer, par exemple, certaines formes d'expression des jeunes qui ne sont pas des formes très légitimes comme étant de la proto-politique. Par exemple, si vous prenez, ça c'était une classification qui avait été exprimée à propos des émeutes de 2005 dans les banlieues. Là, pourtant, les jeunes avaient quelque chose à dire. C'était peut-être pas quelque chose de très légitime, etc. Mais c'était une vraie colère qui était exprimée par rapport à des conditions de vie, etc. Donc ça me paraît aussi quelque chose, comment essayer d'inclure tous les jeunes et puis faire en sorte que même au-delà de ça, ces paroles des jeunes soient écoutées. Il me semble qu'il y a un exemple un petit peu récent qui, à titre personnel, m'a beaucoup frappé par rapport, non pas aux jeunes, mais en général à la parole des citoyens. Ça a été la Convention citoyenne sur le climat. La Convention citoyenne sur le climat, et là, ce n'est pas pour sortir de mon rôle de chercheur et faire des considérations politiques, mais la Convention citoyenne sur le climat avait promis d'écouter la parole des citoyens, justement, qui seraient exprimés. Or, lorsque vous regardez les points qui ont été pris pour en faire des lois, tout ça, disons qu'on n'est pas très, très encourageant pour les personnes à voir comment le pouvoir en place va prendre en compte une parole de citoyen et peut-être les jeunes, des jeunes encore plus, puisque il y a, vous voyez, toujours cette tension un petit peu entre méfiance et puis recherche de les avoir, de les appeler à s'engager, etc. Mais il y a toujours un petit peu cet effet de méfiance. Voilà. Et puis, oui, dernier point,
Si on essayait de favoriser des formes plus actualisées de communication autour des jeunes. Alors, il y a quelques tentatives aujourd'hui qui sont faites politiquement, mais par exemple, si on essayait d'utiliser davantage les réseaux sociaux, essayer d'utiliser davantage des formes de communication très immédiates qui ne sont peut-être pas totalement encore intégrées aujourd'hui par une partie du personnel politique, peut-être qu'on arriverait à avoir des réunions, du moins un petit peu écoutées sur Internet et peut-être un peu moins désertées réellement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a pas mal de questions. Et parmi celles-ci, je vous invite également à aller, si vous ne l'aviez pas fait, voir les 2 précédents webinaires. Sur le premier webinaire, on traitait justement de cette question des jeunesses. Qu'est-ce qu'on entend par jeune, et justement, est-ce que dans matière d'engagement, on peut voir des différences entre jeunes diplômés et non diplômés, entre monde rural et monde urbain, etc. Donc, on a un peu posé toutes ces questions. Et dans le second, on était plus sur l'engagement, on va dire, traditionnel des jeunes, donc le vote. Et est-ce que les jeunes à la fois votent, vont être candidats aux élections, et également sur leur participation justement dans des instances de participation locales. Je ne sais pas si Jean-Baptiste Pointel, vous avez fait deux remarques. Si vous souhaitez peut-être nous en dire un peu plus à l'oral, si vous le souhaitez, il y a bien sûr pas d'obligation. Voilà, si jamais vous souhaitez en dire un peu plus. Oui, merci beaucoup. Jean-Baptiste Pointel, donc je suis responsable de la relation aux usagers et de la participation citoyenne à Est Ensemble. Donc, c'est une intercommunalité du Grand Paris. Et nous avons mené à l'automne, démarrage à l'automne 2021 jusqu'à juin 2022, une convention citoyenne locale pour le climat. Mais pour des raisons organisationnelles, nous n'avions que des majeurs de plus de 18 ans. Donc, nous avons aussi fait une expérimentation, une recherche-action à destination des jeunes, parce qu'on ne peut pas parler du climat sans les jeunes. Et c'est vrai qu'on a eu de nombreuses questions là-dessus. On est dans la Seine-Saint-Denis, donc on a aussi une grosse difficulté de quels jeunes on mobilise, parce qu'on a toutes les problématiques classiques de l'inclusion qui se retrouvent beaucoup plus intensément dès qu'il est question de la jeunesse, enfin, ou des jeunesses. Et pour ce faire, nous avons essayé de dissocier, parce que mettre des personnes qui ont, par exemple, 12, 15 ans avec toute une agora de citoyens qui ont 30, 50 ans, c'est très complexe. Donc, en fait, nous avons fait un aspect à part, où on a identifié des jeunes, notamment avec des acteurs locaux qui nous ont permis de pouvoir entrer en contact. Et donc, on a réussi à avoir une diversité de la jeunesse, et on leur a fait des ateliers spécifiques, mais notamment sur comment est-ce qu'ils perçoivent, plus sur des questions sensibles, comment ils se projettent dans 20 ans, dans 30 ans, comment ils voient la situation. Et on les a fait ensuite, notamment créer des vidéos, des éléments assez brefs, des éléments un peu plus théâtralisés, qu'ils ont pu transmettre à la Convention citoyenne pour porter le regard des jeunes, des générations futures, et aussi d'échanger un petit peu avec certains d'entre eux, mais pas tous, parce que pour faire un échange, sinon c'était un peu intimidant. On avait 100 personnes d'un côté, une dizaine de jeunes en face, ça aurait été terrible. Mais ça a vraiment très bien fonctionné. Et là, nous allons entrer, donc ça va commencer prochainement. On a un deuxième volet qui est en travail avec les collèges et les lycées pour travailler avec certains lycéens, collégiens, sur des mesures qui ont été proposées par la Convention pour avoir des éléments plus concrets. Mais avec les grosses difficultés, c'est que dès qu'on parle de l'éducation nationale, il faut passer par le rectorat, il faut passer par, si on veut inclure des classes,
c'est s'intégrer dans le programme scolaire. Sinon, on a les conseils de vie lycéenne, on a les éco-délégués en collège. Donc là, nous sommes encore en train je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que nous sommes encore en train de travailler dessus et de discuter avec le rectorat. Mais c'est juste pour vous dire, d'ici quelques mois, peut-être dans un an, on pourra vous faire un retour d'expérience avec Démocratie ouverte sur cette recherche-action, comment on a mobilisé les jeunes. Voilà, c'était juste ce retour d'expérience que je voulais vous partager. Et je rejoins tout à fait ce que disait notamment Philippine. C'est vraiment des grosses thématiques et des gros problèmes que l'on voit sur comment faire participer différents jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi, je vois qu'il y a des échanges dans le chat. Je vous propose peut-être de passer un peu à l'autre partie que je souhaitais aborder en espérant ne pas trop frustrer les différentes questions, mais on aura de nouveau un petit temps d'échange qui était plus en fait sur l'impact de ces engagements associatifs. Ce que je veux dire, et peut-être que je me tourne d'abord vers Mimosa, est-ce qu'il y a l'impression que, par exemple, les formes de mobilisation, d'extinction, rébellion permettent de faire bouger certaines lignes et si oui, quelle forme de mobilisation finalement fonctionne le mieux ou s'il y a aussi peut-être une forme de frustration de voir que les choses ne bougent pas. Voilà. Est-ce que l'action a un impact? Quel est l'impact de l'action? Mimosa, je te laisse la parole. Alors du coup, je pourrais répondre par oui, ça a un impact et non, ça n'a pas d'impact. Ça dépend vraiment de l'objectif, mais et puis de l'action engagée. Les actions, en fait, quand elles sont en désobéissance civile, du coup, ont un impact parce que il va y avoir, par exemple, je prends l'exemple des jardins d'Aubervilliers, donc à côté à Paris, où en fait des militants de chez XR se sont enchaînés en fait aux machines qui étaient en fait en train de bétonner les jardins pour alerter en fait les habitants, les citoyens sur le fait qu'on allait en fait bétonner un espace vert. Donc là, ça a un impact puisqu'en fait, il y a une procédure judiciaire qui a été entamée et du coup, les travaux ont été plus ou moins suspendus. Donc, il y a eu un impact. Après, je mets un bémol sur l'impact des actions quant à la médiatisation de ces actions. C'est-à-dire que les actions, si elles étaient correctement relayées par les médias, en fait, auraient beaucoup plus d'impact sur l'opinion publique. Mais on n'en parle pas au JT, on n'en parle pas sur BFM TV. En fait, on parle pas de ces actions qui sont organisées globalement par, du coup, chez Extinction Rébellion, ce sont des jeunes. Et il n'y a pas de communication au grand public. Donc oui, ça peut avoir un impact au niveau, on va dire, local. Mais le grand public n'est pas au courant, pas tout le temps au courant. Du coup, voilà, oui et non. Et en même temps, les objectifs d'Extinction Rébellion, c'est de massifier aussi le mouvement, c'est-à-dire en fait, en faisant des actions de désobéissance civile comme l'occupation qu'il y a eu à Strasbourg-Saint-Denis, l'objectif était d'avoir que le mouvement en fait ait un coup de boost au niveau communication. Donc l'avantage de la désobéissance civile non violente, comme l'occupation à Strasbourg-Saint-Denis, c'est qu'on peut faire de la désobéissance civile sans prendre de risques juridiques et sans avoir la confrontation avec la police. Donc voilà, oui, voilà, la réponse est oui, ça a des impacts, mais pour moi, à titre personnel, en tout cas, ça n'a pas assez d'impact. Ça veut dire que la tâche à accomplir au niveau écologique et au niveau justice écologique est vraiment une tâche voilà, très grande et voilà. Voilà. Merci beaucoup, Philippine. Peut-être même question.
Ouais. Alors avant ça, je voulais juste répondre. Il y avait XT Joie qui avait posé 2 questions qui se rejoignaient selon moi. Je voulais juste répondre rapidement. C'était la question, en gros, comment mobiliser, que ce soit des jeunes ou des pas jeunes, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser des gens sur un territoire ou sur une convention citoyenne pour le PCAET, etc. J'ai l'impression que la question qu'il faut se poser avant tout, c'est qui on veut mobiliser et pourquoi on veut les mobiliser. Avant même de se poser comment est-ce qu'on va les mobiliser, c'est quel type de public on veut toucher, pourquoi ce public-là, qu'est-ce qu'on veut qu'il nous apporte. Et c'est pour ça que l'exemple de Jean-Baptiste était intéressant, c'était que vous aviez ciblé une population, vous vous êtes adapté, vous vous êtes dit, OK, là c'est bon, cette population de tel âge à tel âge, elle ne peut pas réussir à s'intégrer dans l'agora, on va dire comme le reste de l'Assemblée, donc on va adapter le média pour adapter la communication, pour adapter le message qui a donné. Mais vous vous êtes adapté au message qu'il voulait donner, donc le message est passé. Voilà, donc c'était juste pour répondre très vite fait. Et du coup, sur les impacts, évidemment, je suis d'accord avec Mimosa, les impacts des actions, elles sont diverses, elles sont inégales, mais selon moi, il faut distinguer, encore une fois, si on parle d'impacts différents, il faut aussi comprendre qu'on parle d'actions différentes. Il y a des actions qui sont, ou en tout cas des associations, des mouvements qui ont comme but de donner une grande visibilité. C'est un peu des actions de plaidoyer, c'est vraiment de faire connaître un enjeu, de faire des actions choc, de donner beaucoup de visibilité. Et donc là, en effet, l'impact il va être mesuré en fonction du nombre de vues qu'on a, du nombre de médias qui va relier l'action, etc., etc. Donc, faut adapter on va dire l'indicateur de performance des actions en fonction du type d'action. Un exemple, l'association donc Conscience et Impact Écologique, nous, on n'est pas du tout sur du plaidoyer, en tout cas pas encore. On est très peu médiatisé, on est assez peu connu du grand public. Par contre, on va être connu par les structures qu'on vise, donc structures sociales, collectivités, collèges, lycées, voilà, entreprises. Et donc, en fait, nous, notre impact, on ne va pas le mesurer par la médiatisation qu'on a, par le nombre de gens qui nous connaissent, mais on va le mesurer par le nombre de personnes, par le nombre d'interventions qu'on fait, par le nombre de personnes qu'on touche. Et aussi par le nombre de bénévoles qu'on gagne chaque année, parce que les bénévoles sont au centre de l'action de CIO. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ça, mais encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec Mimosa. Les résultats sont jamais assez satisfaisants. Et j'ai envie de dire, c'est triste, mais il faut se satisfaire du peu qu'on a à chaque fois parce que chaque pas avancé, chaque pas en plus, c'est un pas en plus, quoi. C'est pas un pas en arrière. Merci beaucoup. Paolo, peut-être un peu deux questions. Est-ce que ça existe d'ailleurs des études qui montrent s'il y a des formes d'action, des formes de mouvements sociaux qui fonctionnent mieux que d'autres? Est-ce qu'une action violente a plus de chances d'aboutir qu'une action non violente? Voilà, des choses comme ça. Et peut-être aussi une autre question, mais qui est un peu différente pour le coup, mais par rapport à tout ce qu'on s'est dit un peu et notamment dans les questions du chat, est-ce que finalement le public, en tout cas qui milite finalement, est aussi celui qui vote ou pas, ou est-ce qu'il y a une différenciation entre ces deux publics? Minute. J'avais préparé quelque chose d'autre, mais... Mais vous avez le droit de nous dire ce que vous aviez préparé également. Non, mais parce que ça m'a fait, ça m'a fait tout à fait réagir. J'avais trouvé quelque chose, j'avais retrouvé quelque chose d'assez, d'un petit peu plus ancien sur l'impact sur qui concernait justement les mouvements du climat. Mais je vais essayer de répondre aux formes d'action aussi violentes ou non violentes. Donc, je voulais revenir sur plusieurs points. Déjà, il y a des mouvements sociaux ponctuellement qui ont quand même un véritable impact, qui ne sont peut-être pas tout récents, mais des mouvements de jeunesse, puisqu'on n'a pas connu en France depuis le début des années 2000 peut-être un mouvement qui obtient du moins une victoire un petit peu symbolique au niveau étudiant, etc. Mais par exemple, si vous regardez un mouvement comme celui contre le contrat première embauche en 2006, bon, là, il y a eu un gros mouvement qui a été lancé par les jeunes, qui a été rejoint par d'autres catégories de la population, mais en tout cas un gros mouvement étudiant et lycéen,
qui a réussi effectivement à faire retirer une mesure qui était destinée un petit peu à précariser l'emploi des jeunes. Donc, bon, il peut y avoir des mouvements qui ont de l'impact. Il peut y avoir aussi un impact peut-être dans la reconnaissance institutionnelle. Et c'est là où je voulais venir. Avant la dernière COP de Glasgow, il y a eu en Italie ce qu'on appelle une pré-COP, donc un sommet préparatoire. Et là, il y a eu des jeunes qui ont été associés dans des travaux qui ont duré, si mes souvenirs sont corrects, 2 ou 3 jours, dans lesquels quand même il y a eu une série de dirigeants nationaux et internationaux qui sont intervenus dans ces travaux. Et puis, ils ont aussi pu prendre la parole devant les principaux représentants mondiaux. Donc, si vous voulez, il y a quand même un impact médiatique. Maintenant, concernant les questions autour du militantisme et du vote, je ne pourrais pas répondre comme ça tant la catégorie est vaste. Effectivement, on pourrait dire que plus on est quand même conscient d'avoir un certain nombre d'enjeux devant nous et on est politisé, plus on aurait tendance peut-être à s'exprimer aussi au niveau électoral. Néanmoins, il peut y avoir aussi des personnes qui sont très politisées qui ne vont pas forcément voter. Vous voyez, quand là j'entendais un petit peu, par exemple, Mimosa, ce qu'elle disait dans Extinction Rébellion. Bon, il y a, je pense, à l'intérieur, un certain nombre de personnes qui vont se dire de toute façon, c'est pas, elle me corrigera si je me trompe, hein, mais c'est pas à travers peut-être la voie électorale qu'on arrivera à faire bouger les lignes, etc. Donc, et ça, c'est quelque chose qui a toujours eu. Hein, ou par exemple, quand vous regardez dans certains mouvements récents qui n'étaient pas spécialement, enfin, qui n'étaient pas spécifiquement de jeunes, mais dans lesquels il y a eu des jeunes participants comme les Gilets jaunes. Il y a eu, par exemple, des personnes qui ont fait un choix très conscient de s'abstenir aux élections. Donc, ça ne recoupe pas tout le temps. Quant à l'impact des formes d'action violentes et non violentes, alors, si mes souvenirs sont bons, il y a un très long débat dans la littérature américaine entre celles et ceux qui retiennent plutôt l'idée que des actions de type Black Bloc ou de destruction de biens, etc., vont avoir plus d'impact. Et il y en a toujours d'autres qui vont dire non, c'est par la désobéissance civile et pas l'utilisation de la force qu'on a de l'impact. Donc, c'est une question très débattue. Ce qu'on peut observer peut-être, et ça rejoint un petit peu le point qui avait été évoqué dans la première partie de l'intervention. Ce qu'on peut observer, c'est que effectivement, aujourd'hui, on peut constater qu'il y a un certain nombre de jeunes militants qui ont envie un petit peu de ne pas trop se faire reconnaître. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils préparent des actions qui ne sont pas tout à fait dans la légalité ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a cette question de l'identité qui est peut-être aussi en parallèle avec toutes les formes de live stream, de diffusion de vidéos, vous avez beaucoup plus aujourd'hui d'images que dans les mouvements sociaux antérieurs. Et vous avez aussi un certain nombre de jeunes qui participent à des actions voilà, de type Black Bloc, de type, mais est-ce qu'elles ont plus d'impact que des actions civiles, de désobéissance civique? Ça, on ne peut pas le savoir. Les seules choses pour moi qui sont constatables, c'est que d'une part,
il ne faut pas trop désespérer puisqu'il y a eu des exemples dans le passé de mouvements qui ont réussi à avoir un réel impact. Et là, je citais cet exemple, par exemple, du contrat première embauche, dans lequel on a obtenu, des jeunes ont obtenu un retrait d'une mesure gouvernementale. Et d'autre part, voilà, se dire aussi que, par exemple, dans les mouvements pour le climat, il y a de la déception parce qu'il y a cette formule, il y a des grands blabla et puis c'est du blablabla et on n'arrive jamais à rien faire. Toujours est-il que aujourd'hui, me semble-t-il, c'est déjà quand même une grande avancée qu'on prenne certains jeunes, hein, mais certaines personnes et on essaye de les écouter. Après, avec quels effets, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il peut y avoir un impact sur la population, déjà le fait d'être mis en avant, d'être écouté dans les sommets internationaux, etc. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, ce qui s'est dit, des questions, des réactions ou même des témoignages? Alors, il y a un peu des témoignages qui ont été mis dans le chat. Je ne sais pas si Juliette, vous voulez prendre la parole pour nous en dire un peu plus. N'hésitez pas. Alors, je vois que vous n'avez pas de micro, Juliette, donc je pense que vous ne pouvez pas prendre la parole. Oui, voilà, c'est ce que vous me dites. Très bien, mais vous c'était plutôt sur l'idée d'aller comment toucher les jeunes et les enfants à l'échelle d'une vaste commune rurale où il y a certes des écoles, mais aucun collège, aucun lycée, aucune structure type mission locale gérée directement par la commune ou pour la commune. Et ça rejoint aussi une question qui était aussi un peu plus haut sur la question sur l'engagement, la mobilisation des jeunes. Il y a souvent cette question aussi de jeunes qui sont de passage sur un territoire, qui ne sont pas forcément pour longtemps. Et par exemple, on l'a vu sur les questions d'abstention, en fait, c'est aussi que souvent le jeune va être inscrit sur la liste électorale au domicile de ses parents, mais il fait ses études ailleurs et donc il ne va pas prendre le temps de faire le changement, d'aller voter. Donc c'est des choses qu'on voit. Je ne sais pas si vous avez, enfin, ce n'est pas forcément votre champ d'expertise, mais si vous avez des réponses là-dessus, ou même, je ne sais pas, Philippine, si vous êtes plutôt sur l'agglomération de Lyon, donc pas forcément plutôt sur des zones urbaines que rurales, mais voilà, sur comment aller chercher les jeunes. Bah, oui, c'est vrai que donc, moi, je vis à Lyon depuis un bout de temps, mais j'ai travaillé 2 mois dans une commune rurale, une intercommunalité de 23 000 habitants, qui était assez dispersée aussi dans le Grand Est. Et bon, il n'y avait pas de choses mises en place pour avoir une participation citoyenne, surtout ciblée jeunes. J'avoue que ça, ce n'était pas mis en place, mais moi, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est essayer de mettre, si vous voulez mobiliser une catégorie de population spécifique sur un sujet spécifique, alors vous pouvez vous permettre de réfléchir à quel est l'intérêt de cette participation pour cette population visée. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Et ensuite, sur les médias utilisés, s'il y a un magazine que la commune ou que l'intercommunalité distribue à tous ses habitants de manière hebdomadaire ou mensuelle, ça peut passer par là parce qu'en effet, il n'y a pas tout le monde qui a accès à Internet encore. Et donc voilà, ça passe par différents médias, mais après, voilà, je ne suis pas encore spécialiste de ça. Merci beaucoup. Non, mais en tout cas, ça m'interpelle donc de voir toutes ces questions sur ce sujet-là et je me dis que ça pourrait valoir le coup de prévoir un nouveau webinaire jeunesse et monde rural, même si on en a un peu parlé lors du premier webinaire, mais je vois que en tout cas, ça a l'air d'intéresser et d'interpeller nombreux de nos participants. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres... Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose. C'est vraiment pas mon champ d'expertise puisque je travaille un petit peu sur le monde rural, mais disons dans des endroits où il y a des néo-ruraux. Donc, c'est quand même des endroits
qui voient déjà une partie des jeunes qui sont engagés, qui ont une prise de conscience écologiste, etc. Mais dans des réalités dans lesquelles effectivement il n'y a pas ces néo-ruraux, je pense que les travaux de mes collègues que je connais très mal, mais j'en ai mis deux, ils montrent aussi qu'il y a toute une question de mobilité qui joue beaucoup, dans le sens que quand on est un petit peu éloigné, on a à faire usage de la voiture, etc. On a quand même des problèmes beaucoup plus spécifiques, et ça se reflète peut-être aussi un petit peu sur les sociabilités qui sont assez spécifiques finalement à certains mondes ruraux. Et ça, c'est peut-être une problématique qui est très souvent évacuée par les pouvoirs publics, parce que on va beaucoup s'intéresser, comme on le disait tout à l'heure, mais aux jeunes des cités, à la problématique des jeunes dans les banlieues, etc. Alors qu'il peut y avoir effectivement des mêmes problématiques de chômage, de déscolarisation, de misère dans les rapports affectifs, etc., dans le monde des campagnes en France. C'est juste qu'on ne s'y intéresse pas, et on a tendance peut-être un petit peu moins à le prendre en compte, non pas puisqu'il y ait beaucoup moins de monde, mais parce que peut-être c'est quelque chose qui est tout à fait, c'est pas très vendeur, si vous voulez, pour l'extrême droite, c'est pas très vendeur, enfin bon, il y a ça aussi. Je voulais juste réagir sur ça. Est-ce que je peux détailler un peu ma question, Sarah, très Oui, rapidement? bien sûr. Et puis répondre aussi à Philippine qui a répondu à des éléments. Nous, on est développeurs éoliens, et nous, ce qu'on veut simplement savoir, c'est quel est l'avis des gens sur un territoire par rapport à nos projets, ce qu'ils en pensent. Et on se rend compte que bien sûr, c'est toujours les mêmes personnes qu'on rencontre, et bon, c'est lassant, et on entend toujours la même chose. Et donc, on est sur des territoires très ruraux. Quand on arrive, on ne les connaît pas encore. Et on s'interroge en ce moment à complètement changer nos façons de faire. Il y a des formes d'engagement dans des clubs sportifs, il y a des sociabilités qui existent, mais qu'on ne comprend pas trop. Les sociabilités des adultes, on arrive à les décortiquer en posant des questions. On a plus l'habitude, on est nous-mêmes de cette génération-là. Mais donc moi, je n'exclus pas, peut-être dans les mois qui viennent, les années qui viennent, dans le cadre de mon métier, d'aller à la rencontre des gens de 18-25 ans dans les matchs de foot le samedi soir, je sais pas, c'est justement ça, je sais pas, moi je suis prêt à faire l'effort d'aller, mais voilà, c'est pas les vides-greniers, c'est pas les kermesses, c'est pas les randonnées, c'est pas tout ça, quoi, c'est pas les réunions publiques, et pourtant, moi je suis sûr que ces gens-là, passer le fait qu'ils ont une relation au territoire qui n'est pas la même que des adultes qui sont installés, au-delà de ça, je suis sûr que c'est des gens qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à nous dire. Moi, quand j'entends Mimosa d'Extinction Rébellion, moi, ça me passionne aussi d'entendre ces formes d'anonymat. C'est complètement, moi j'ai 46 ans, je suis très loin de tout ça. Et bon, je ne suis pas sûr qu'on partage avec Mimosa des objectifs communs, mais ce n'est pas le sujet. Mais donc voilà ce que je veux dire. Nous, on a beaucoup de mal à rencontrer tous ces jeunes. Oui, et dans ce que vous dites aussi, ce que j'entends, c'est que si on a c'est que oui, c'est aussi toute cette dynamique d'aller vers. Et en fait, si on n'arrive pas à les attirer, l'autre solution, voilà, c'est exactement, merci, c'est encore mieux dit, différence entre faire venir et aller vers, c'est aller vers dans les lieux de sociabilité. Et je ne sais pas si
Si c'est voilà, les matchs de foot, mais aussi dans les bars, au cinéma, j'en sais rien. Enfin, moi aussi, peut-être que ça y est, je suis trop vieille pour les vieux jeunes, mais, mais voilà. Et en tout cas, merci Lisa. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais il y a les questions, elle nous disait, il y a les problématiques de mobilité, la question du temps, quand il y en a qui sont étudiants, qui ont aussi des jobs étudiants. Le souci qu'on va avoir tendance effectivement à calquer les instances pour les jeunes sur les modèles des instances, entre guillemets, je vais mettre pour les vieux. Voilà, on va créer un conseil des jeunes comme on a pu créer un conseil des sages, etc. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer d'autres formes toutes les thématiques n'intéressent pas les jeunesses, le langage institutionnel et politique qui peut être difficile d'accès, et le problème du décalage entre les attentes de cette population et les offres de participation. On va avoir envie d'être vraiment dans la démocratie du faire avec des résultats significatifs, et donc on peut être déçu finalement d'aller participer et que finalement il ne se passe pas grand-chose. Il y avait également, alors je l'ai perdu, mais oui, Paolo, vous en avez un peu parlé tout à l'heure sur la question du numérique. Est-ce que, alors je ne sais pas si vous n'avez pas forcément la réponse, ce n'est pas forcément votre objet de travail, mais est-ce que le numérique permet d'augmenter la participation des jeunes et comment mesurer l'impact du numérique sur les mouvements de la jeunesse actuellement? Nous, je sais que ce qu'on voit en tout cas chez Décider Ensemble, c'est que c'est pas du tout une évidence que les jeunes vont aller plus participer sur une plateforme numérique. C'est vraiment pas. Pour nous, en tout cas, à Décider Ensemble, ce serait insuffisant de se dire on va mettre du numérique et donc les jeunes vont participer. Pas forcément vrai. Et d'ailleurs, on voit sur des mouvements comme Extinction Rebellion, alors s'il peut y avoir le numérique pour mobiliser, mais derrière, on est aussi sur des vrais mouvements d'allées, d'occupation d'espace, etc. Enfin, sur des choses très différentes. Je ne sais pas si vous avez des réactions sur ça, Paolo, Philippine ou Lisa. Je pense que Extinction Rebellion, c'est un très bon exemple de mouvement qui s'est un peu structuré sur le numérique. Je crois que ça sera peut-être la plus à même d'y répondre. Oui, bien sûr. En fait, s'appuyer sur le numérique pour tout ce qui est communication, diffusion, avec des plateformes de communication, voilà, avec des canaux de communication. Enfin, vraiment, c'est très, très, c'est très, très au point, en tout cas. Après, à titre personnel, l'utilisation et l'abus, en fait, des écrans et des plateformes numériques pour communiquer, voilà, ça a ses limites en fait. Le mieux pour comprendre en fait l'autre, c'est le physique. Donc voilà, par exemple là on fait un webinaire et du coup on ne se voit pas, on voit pas nos mimiques, nos réactions, on n'a pas tous la communication non verbale en fait, voilà. Donc pour moi les écrans vraiment c'est d'une manière générale le numérique c'est pas forcément les plateformes que je préfère pour la communication, même si c'est un outil maintenant qui est devenu indispensable. Mais encore une fois, on peut aussi mettre en doute l'efficacité aussi de ces outils. Même si Extinction Rebellion a fait ses preuves avec. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Philippine, vous avez une réaction là-dessus et je me permets en même temps de lire le message de Lisa, mais que vous avez peut-être vu, sur le stéréotype selon lequel les jeunes sont à l'aise avec le numérique. Ce n'est pas toujours vrai. Ils vont être à l'aise avec les réseaux sociaux, mais pas forcément avec une plateforme de participation ou d'autres sites. Voilà, ce n'est pas forcément une évidence. Philippine, je vous laisse la parole. Oui, du coup, c'était en réaction avec X des joies. Quand on parle notamment dans les milieux ruraux, des personnes qui ne donnent pas leur avis, alors que on se dit ils ont un avis intéressant à donner, ou en tout cas leur avis est valorisable pour la mise en place de politiques publiques, etc. Il faut se dire que certaines personnes, elles n'ont quelquefois pas d'avis, ou alors elles se sentent juste pas légitimes de donner leur opinion parce qu'elles ne sont pas assez formées. Donc une des pistes moi, que je trouve très intéressante, c'est dans certaines collectivités, c'est de développer des formations, des sortes de webinaires, etc., en présentiel souvent, parce que sinon ça ne marche pas trop. Et ça peut être lié par des structures éducatives ou même des structures culturelles. S'il y a une médiathèque, une bibliothèque, un cinéma,
un club de sport, même un festival qui revient souvent sur un territoire, on peut profiter de cet endroit-là et de ces événements-là pour saisir la population qui est mobilisée à cet endroit-là et proposer gratuitement des formations sur les sujets qui nous intéressent. Et en fonction de cette forme, enfin, de par l'intérêt qui est creusé par la formation, la population pourra se dire, ah bah là, en fait, j'ai entendu parler de ce sujet-là. Alors, maintenant, je vais pouvoir me prononcer. Ou en tout cas, si jamais j'entends parler qu'il y a une demande de concertation citoyenne, bah tiens, maintenant, je connais un peu plus ce sujet-là, je vais peut-être oser me prononcer. Mais c'est vrai que la question de l'avis ou de la légitimité d'avoir une opinion et de la donner, ça peut être aussi un vrai frein. Merci. Oui. Allez, je vous en prie. Non, mais deux mots. Non, mais oui, ça, c'est une autre question qu'on connaît bien dans l'éolien. Les gens qui n'ont pas d'avis, mais c'est aussi, si on veut, ben ça, c'est toute la mission de décider ensemble. Hein, c'est que tout le monde connaît, là, j'imagine. Hein, c'est amener les gens à. Puis, votre travail d'éducation populaire, il est remarquable là-dessus. C'est amener les gens à comprendre les enjeux pour pouvoir se positionner. La difficulté, elle est là. Hein. Mais merci beaucoup. Hein. Et oui, sachez en tout cas que sur ces questions-là, et pour réagir à ce que dit Lisa dans le chat, c'est qu'effectivement, souvent, le numérique doit venir en soutien, en tout cas dans les dispositifs de participation, en soutien à d'autres dispositifs en présentiel. Et d'ailleurs, avec Décider Ensemble, alors c'est ma collègue Katharina qui pilote ce projet, on a fait un petit appel auprès des collectivités pour voir qu'est-ce qu'elles mettaient en place en termes d'articulation numérique présentielle. Et on va organiser 2 ateliers de travail un peu sur ces questions-là pour un peu voir comment est-ce qu'on articule les deux, quelles sont les bonnes pratiques, est-ce qu'il y a des choses un peu innovantes qui sont faites. Donc voilà, on est en train de travailler sur ces questions-là. Je vois qu'il est déjà 18h28, donc je vous propose de conclure ce webinaire en espérant qu'il n'y aura pas trop de frustration. N'hésitez pas, Paolo, Philippine, Mimosa, si vous aviez un mot de la fin, allez-y. Moi, je voulais juste ajouter 2 choses par rapport aux réactions qu'il y a eu en chat. Déjà, effectivement, tenir en compte aussi qu'aujourd'hui, il y a une superposition, ça c'est quelque chose que j'avais complètement oublié, mais sur d'emploi et souvent d'études. Donc, il y a quand même un marché du travail qui est quand même très largement, dépendant pour une partie du salariat étudiant, sans compter les stages. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être un frein à la mobilisation. Vous voyez, quand on considère qu'il y a, selon les chiffres, entre 5 et 6% du salariat français qui est constitué par des étudiants, c'est quelque chose qui effectivement ne favorise peut-être pas tout le temps les engagements parce qu'on a un petit peu, on va dire, d'un côté les études, de l'autre côté le job étudiant. Et puis, quand est-ce qu'on trouve le temps de s'engager? Ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant à creuser, qui peut-être est aussi l'un des signes finalement un petit peu de la précarité intégrée, on va dire, au sein de la jeunesse aujourd'hui. Et je voulais juste finir par une petite anecdote. Moi, j'avais travaillé pour ma thèse de doctorat sur le tract et les tractages. Et à cette époque, c'était au milieu, à la fin des années 2000, voilà, à cette époque, il y avait plein de prophéties qui disaient vous verrez, avec Internet, les tractages vont complètement disparaître puisque c'est dispendieux au niveau écologique, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, etc. Et puis, au final, on se rend compte de quoi? On se rend compte que, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui continuent à tracter dans la rue. Pourquoi il y a des personnes qui continuent de tracter dans la rue? Puisqu'il se peut que l'intérêt, ce ne soit pas celui de donner le tract en soi, le médium, mais d'avoir une interaction de face à face
donc de rencontrer les gens et d'avoir un contact, de pouvoir discuter, etc. Donc, je rejoins complètement toutes les interventions qui disent oui au numérique, mais attention, rien ne remplace un petit peu la vie réelle. Et ça, on peut le mesurer aussi sur des choses comme ça, comme le tractage, qui sont des objets un petit peu étudiés par le sociologue, justement, comme étant quelque chose qui favorise une communication de face à face, une prise de contact, etc. Il y a tout l'autour de la vie réelle. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, c'est très bien. Écoutez, ce sera notre conclusion pour aujourd'hui. Merci encore beaucoup, Paola, Philippine Mimosa, de nous avoir accordé un peu de temps pour échanger. Vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez le réécouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je pourrais transmettre aussi à nos intervenants et intervenantes. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.